Aujourd'hui, dans les studios de RLP, on va parler de Tour de France et plus précisément sur l'histoire du vélo à Périgueux. Et aujourd'hui, notre invitée, Martine Balou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conférencière, guide national privé, auteure et chroniqueuse en histoire. Et vous avez lancé votre petite entreprise, Historia Cité, secret d'histoire. Ça fonctionne bien, votre petite structure? Ça fonctionne très bien. C'est après ma retraite de directrice du patrimoine. J'avais envie de continuer et de poursuivre le lien patrimonial et le lien aussi avec les habitants et quelquefois plus que les habitants, les amis des habitants et les touristes. C'est génial, partager ces connaissances, cette expérience, l'histoire dans la cité. Et aujourd'hui, on va parler du vélo à Périgueux. C'est à l'occasion de passage de Tour de France. On sait bien, tout le monde se prépare pour 11 juillet. Mais vous avez concocté une visite privée samedi 4 juillet. Mais on va donner toutes les informations à la fin de notre rencontre. Comment vélo est arrivé à Périgueux, Martine Balou? Alors, les origines du cyclisme à Périgueux, ce sont des moments inoubliables. D'abord, c'est un début difficile. Et on va voir qu'il y a des liens avec parfois des événements actuels. D'abord, en 1869, le maire, qui est alors Bardi de Lille, prend un arrêté, figurez-vous, pour interdire la circulation des vélocipèdes sur les promenades et places publiques dans l'après-midi et la soirée, considérant que la circulation des vélocipèdes a donné lieu à des accidents. Et là, il y a quand même la naissance d'un club qu'on appelle le Veloce Club Périgourdin, Veloce rapide, PD pied. Et le 23 juillet 1886, un dénommé Bertin, qui avait là un magasin dans la rue Gambetta, et un groupe de cyclistes vont fonder le Veloce Club Périgourdin, on va appeler rapidement le VPC à l'époque. Et parmi les pionniers des Périgourdins de renom, il y a Georges Goursat, le fameux caricaturiste d'Issem. Il y a un distillateur de la célèbre gauloise Édouard Réquier, donc des grands noms, et on va en retrouver d'autres un peu plus tard. Donc ce club s'installe d'abord dans un local modeste qu'on peut identifier aujourd'hui au numéro 3 de la rue Gambetta. Et figurez-vous que vous trouviez à l'époque un écriteau qui indiquait au rez-de-chaussée, porte à droite en rentrant, et il y avait un organe officiel aussi, l'éco-vélo, illustré de dessins à la plume, de charges et de bons mots. Donc, où on pense que aussi le caricaturiste Sem a mis sa plume. Et il se qualifiait de journal indépendant, paraissant quelquefois. Alors, l'écho se présentait sur 2 pages avec un tirage à la polycopie. Il portait en manchette cet avis cocasse. Les rédacteurs étant souvent sortis pour affaires, prièrent de mettre les communications dans la boîte aux lettres. Les choses ont changé aujourd'hui avec nos moyens. Et en 1890, eh bien, le club s'amenuise, ça va pas très bien. Alors, on pense qu'il faut le confier, sa présidence, au comte de Félix de Fayolle, très connu, qui est lié à la famille célèbre de Fayolle à Périgueux et lié aussi à celle de Brou de Laurière. Et en quelques mois, il va en faire une société vivante, permettant de découvrir le Périgord. Alors, tout est changé. Lui, il est très dynamique, la casquette à visière de cuir portant l'insigne du Veloce Club, déjà, c'est un outil de communication, et il possède surtout une autorité naturelle. Donc, ses arbitrages ne sont jamais contestés. Il est qualifié de bienveillant et de compétent. Donc, tout va très bien dans le management, on va dire. Et les sorties sont alors du jour et s'inscrivent dans les balbutiements du tourisme de cette époque. C'est important puisque Syndicat d'initiative va naître à cette époque, en 1901, et elle s'oriente sur les 4 points cardinaux, ces sorties autour de Périgueux. Donc on peut se retrouver aujourd'hui à l'est, Trédissac, Cantonne, 24 km pour débuter, puis on pousse jusqu'à Cubjac, 39 km, et puis Exideuil, avec un retour par la vallée de l'Auvézère. Alors là, c'est 90 km.
Avis à ceux qui veulent le réaliser, il y en a qui font bien plus. Et à l'ouest, c'est Razac, Saint-Astier, 38 km, Mussidan, retour par Ribérac, soit cette fois 100 km réservés aux endurants. Par contre, le nord et le sud sont moins couverts en raison des montées. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait toujours un bon repas à la clé. Et après de bons repas, davantage de difficultés. On peut l'imaginer. Surtout quand on connaît leur menu qu'on pourra vous présenter lors d'une prochaine visite. Et les vélocipédistes apprennent à connaître ainsi parfaitement les environs de la capitale du Périgord. Donc c'est vraiment à la fois le tourisme qui va émerger. En 1895, l'automobile s'invite discrètement dans ce club. Et il y a une revue bordelaise bien connue, le Veloce Sport, qui en informe ses lecteurs. Donc, au fil des ans, 3 ans après, elle s'y installe officiellement et devient le Veloce Club Périgourdin Automobile Club de la Dordogne. Et la même année, la première course automobile du Périgord est organisée au départ de Périgueux. Donc ça, c'est une autre histoire, mais c'est pour vous dire qu'il y a eu une communion et un mariage d'amour d'ailleurs entre la bicyclette et l'automobile, puisque c'est aussi les événements qui en font conséquence. Alors peu à peu, la bicyclette disparaît dans le club pour faire place à l'auto. Là, ça pose un petit problème. Et au cours de cette évolution, le siège social, qui est devenu trop étroit, est transporté à l'hôtel de commerce et des postes. Alors où est-ce ? 8 places du 4 septembre. Aujourd'hui, pour le retrouver, eh bien, on ne verra pas sa belle façade ni son bel intérieur, mais on verra un autre lieu, sans faire de publicité. C'est l'emplacement de la pizzeria, donc Don Léo, exactement. Donc, Louis Didon en devient le secrétaire général du club actif et il est très zélé, il donne une large hospitalité. Mais qui est ce Louis Didon ? Alors ce Louis Didon, c'est le cas de le dire, plusieurs casquettes. C'est un grand hôtelier, un grand restaurateur très connu pour ses plats extraordinaires. Il a redonné de la force au pâté de Périgueux qui s'était aussi amenuisé dans ces années précédentes. Et il est un personnage aussi archéologue, chercheur. Il est préhistorien donc et membre de la Société historique et archéologique. Et ce grand cuisinier expert édite un guide de touristes pour cyclistes et automobiles, ainsi que d'élégantes cartes postales que l'on peut retrouver encore aux archives. Alors ça, c'est magnifique. En plus, il a cet hôtel tout confort doté d'un majestueux escalier, mais surtout de grandes salles où il peut recevoir et d'un téléphone, puisque c'est le premier installé dans la ville. Et c'est le 033, c'est pas le 024 à Périgueux, mais c'est à Périgueux. Donc c'est aussi, on est en pleine énergie et là, il va donc être à la tête secrétaire presque perpétuel, on va dire, pour un grand temps. Et il va permettre donc le premier numéro d'une revue de luxe qui va sortir des presses de l'imprimerie périgourdine Rontex. Donc un nouveau club également va être créé grâce au champion Petit Breton, car il faut quand même dire que nous avions un personnage important qui était un petit peu oublié. Petit Breton, c'est très joli, mais c'est un petit peu vague. Mais qui est ce Petit Breton ? Eh bien, ce Petit Breton, c'est un grand homme, un grand cycliste. Il est né à Plessé en Bretagne, c'est pour ça qu'on l'appelle Petit Breton, on l'appellera, vous verrez. Et il est né le 18 octobre 1882. En réalité, c'est Lucien Mazan. Il a grandi en Argentine où son père tenait un magasin d'horlogerie-bijouterie. Et de son plus jeune âge, il se passionne pour les courses cyclistes. Alors il se lance dans la compétition sous le nom de Breton pour cacher son nom d'activité à son père qui le désapprouve. Il remporte plusieurs prix et en 1902, de retour en France, il enchaîne les victoires et prend le nom de Petit Breton
en raison de l'existence d'un homonyme qui est aussi sur les circuits de vélo. Premier double vainqueur du Tour de France en 1907 et 1908. Il décide d'abandonner le sport cycliste et de s'établir commerçant en province. Nous avons la chance qu'il nous choisisse. Il choisit effectivement de s'installer à Périgueux. Alors son magasin de cycles était situé sur l'emplacement de la poste actuelle et il ouvre le 15 octobre 1908 près de l'hôtel Didon en face. La poste, pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas à cet emplacement autrefois, elle était dans la rue Gambetta, là où se trouve l'agence Citia, et elle va être construite simplement en 1930. Eh bien, notre ami Petit Breton décide de former, lui, une société pour relever ce vélo de chez Club. Et le 17 mars 1911, le cyclo-club périgourdin est créé. C'est vraiment l'entrée dans l'histoire grâce à Lucien Mazan, qui est surnommé Petit Breton. Et on change de lieu. Il est créé lors d'une réunion à la Taverne des Boulevards. Alors c'est un jeu de piste. La Taverne des Boulevards, les Périgourdins la connaissent mieux sur la Rotonde. Aujourd'hui, c'est un grand café qui se trouve au même endroit. Et donc c'est à l'angle de la rue Gambetta, toujours, on est dans le même espace. Et figurez-vous, qui en prend la présidence ? Eh bien, je vous le donne en mille, c'est le pasteur Camblon, le pasteur protestant qui en prend la présidence. Petit Breton en devient le parrain. Et à cette même année, l'arrivée de Paul Mazan, son frère, dont il est très proche, et qui est champion de France amateur, mais qui va contribuer à l'expansion du club. Malheureusement, la guerre survient et le soldat qu'est Lucien Mazan, 2e classe, est mobilisé le 3 août 1914 comme agent vélocipédique de l'état-major à l'école militaire de Paris. Et pendant l'invasion de la Marne, Petit Breton devient le chauffeur du sous-secrétaire aux Affaires étrangères, qui est notre autre que Abel Ferry, le neveu de Jules Ferry. Alors il va être ensuite affecté aux liaisons postales de la région parisienne et sa famille quitte alors Périgueux. Malheureusement, bien le 20 décembre 1910, il meurt à Troyes, dans la ville de Troyes, renversé par une charrette à cheval. C'est quand même un peu triste. Le propriétaire avait tout simplement trop bu après avoir fait toute cette guerre. Et le vélo, pour revenir à notre histoire à Périgueux, puisqu'on quitte maintenant Lucien Mazan qui est décédé, se dire que le vélo entre les deux guerres, 1918-45, est très utilisé par les militaires dans l'infanterie. Les renseignements de la transmission, des informations et pour les soins médicaux. Il est également un mode de locomotion, une expression du liberté de mouvement, aussi à laquelle va participer la petite bourgeoisie, puisqu'il est très prisé par la petite bourgeoisie locale. Et après 1920, le vélo se popularise. Il devient le moyen de locomotion de la classe ouvrière. Déjà, l'arrivée du chemin de fer en 1857, et puis tous les événements autour du chemin de fer, de la gare, les ateliers, etc. Le vélo va être un outil aussi pour cette classe ouvrière et la construction des ateliers, comme je vous l'expliquais. Et donc, en 1925, le cyclo-club fusionne avec un club que j'aime beaucoup, qui est le Copo. Je suis fille de cheminot. Le club olympique de Périgueux-Ouest, dans l'intérêt, ceci, du cycliste local. Et alors, en 1926, c'est la Pédale Fédère, parce qu'on oublie aussi tous ces clubs, bien souvent, qui est fondé, il ne faut pas l'oublier, à l'occasion de ce passage du Tour de France. Et donc de 1939 à 1945, la société va rester en activité avec la complicité de membres non mobilisables, puisque prisonnier puis évadé, Lucien Dumont reprend la direction du club en 1942, après avoir pris le maquis avec son fils aîné et membre actif du club. 11 d'entre eux d'ailleurs, tristement, ne reviendront pas à la Libération. Donc c'est aussi une histoire de mémoire, ce vélo. C'est comme si on roulait dans les épisodes de la ville, sur une route qui est parfois mouvementée et tortueuse. En 1927,
Voilà, j'aime bien le préciser, il y a une piste qui est construite au stade du Copeau et de grandes vedettes s'y déplacent. En 1928, deux Périgourdins, Mouvereau et Laval, donc les familles, il y a des descendants encore, effectuent le Tour de France. Et le vélodrome est rénové et inauguré par le ministre Georges Bonnet en même temps. Voilà, l'histoire continue de la nouvelle poste qui se trouve à l'emplacement où elle est aujourd'hui, donc due à l'architecte Cocula. Donc c'est le cycle carrément qui continue de la vie. Et il est en 1931, on interdit, attention, de transporter des personnes et des enfants sur les bicyclettes s'ils sont portés à bras et placés devant le conducteur. Peut-être il y a des choses à faire encore. Chaque passager doit avoir un siège distinct. Depuis 1933, toute bicyclette doit être munie d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière pour se signaler dans l'obscurité. À revoir encore aujourd'hui pour certains. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en zone occupée, chaque vélo doit porter une plaque d'immatriculation en métal jaune, mais en raison de la pénurie, elle est remplacée par un laissez-passer. Que certains se souviennent, je me rappelle avec émotion, ma maman avait des laissez-passer aussi par rapport à son métier, elle était institutrice. Et dès 1946, le vélo se popularise de plus en plus et bat son plein dans les quartiers au Gour de l'Arche. La petite reine remporte un grand succès. Il est envisagé, figurez-vous, de construire un vélodrome entre les rues Jean Bart, Raymond Rodier et de Lille, d'une superficie à peu près de plus d'1,50 hectare. C'est un projet de ces années-là, mais il va rester en l'état. Il y aura juste les levées de terre, mais des courses s'y déroulent tout de même et les habitants y réalisent des fêtes. Vous allez voir des concours de vélos fleuris qui sont organisés à l'occasion de la fête des écoles, des courses de quartier avec les remises de prix qui se développent au rythme des fêtes orchestrées par des comités des fêtes et personne ne l'oublie. Camiac-Vaisonne, Saint-Georges, qui constitue la plus longue histoire quand même depuis 1946 et qui se perpétue d'ailleurs encore avec le comité de Vaisonne. Je fais un petit coucou à Serge Perrier. De 1955 à 1960, nous avons quand même Valentin Huot, que tout le monde, beaucoup ont connu, chauffeur du château, magnifique château de la Forêt à Cornille, qui devient champion de France sur la route en 1957 et 1958. C'est le coureur mythique le plus connu du Périgord et il remporte le Grand Prix du Midi Libre en 1960. Il faudrait y penser vraiment pendant ce Tour de France. Nous arrivons au 14 juillet, mais pas 2026, non. Le 14 juillet 1961, Périgueux est ville-étape du Tour de France pour la première fois. Et ce 48e Tour de France est gagné par qui ? Par Jacques Anquetil. Les 100 tours de boulevard alors apparaissent un peu plus tard, en 68, un rituel estival très apprécié. Et en 1994, Périgueux est désigné pour la 9e étape vers le départ de la 9e étape vers Bergerac. Et en 2014, un nouveau passage. Et en 2017, on se situe sur la trajectoire de la 10e étape avec une traversée de la ville, empruntant les allées de Tourny qui sont emblématiques et qui vont se retrouver là aujourd'hui parce qu'il y avait le départ des courses cyclistes et aussi le départ des courses d'automobiles. Donc c'est vraiment, ces allées de Tourny sont très importantes dans cette partie historique. Et en 2017, on suit cette évolution. Nous situons, Périgueux se situe sur la trajectoire de la 10e étape avec une traversée de la ville, donc empruntant aussi les allées de Tourny et le rond-point Yves Guéna. Et pour cette occasion, ça a été vraiment très émouvant, une plaque mémorielle est apposée sur le mur de la poste. Peu d'habitants s'en souviennent peut-être. C'était sous la municipalité d'Antoine Audy, c'était le 10 juillet 2017. Et rendant hommage à Petit Breton à l'occasion de du 100e anniversaire de sa mort. Donc vraiment, une histoire d'amour, je dirais, entre Périgueux, les deux roues,
et les hommes, et aussi les 4 roues, l'automobile. Et j'évoque souvent, je veux lui faire un petit remerciement à Jacques-Claude Duthil, qui fut pendant longtemps le président de l'Automobile Club du Périgord, qui était gardien de cette mémoire ancestrale et où on associait aussi la gastronomie, c'est-à-dire l'histoire du pâté de Périgueux que Louis Didon avait remis dans ses éléments. Et en fait, il ne faut pas oublier que l'histoire de ce vélo a participé au rallye touristique. Il y a eu des cartes, il y a eu le syndicat d'initiative qui était installé à l'emplacement, ce qu'on appelle aujourd'hui des Ramblas, près face, on dirait, de l'angle de la rue République et du magasin Lothaire, et ces petites cartes étaient distribuées. Et puis, il y avait aussi eu, sur les allées de Tourny, des dégustations de pâté, voilà, affaire à suivre. Pour retrouver ce sens à la fois du sport et de la gastronomie et du patrimoine. Quelle histoire! Mais vraiment, c'est très passionnant à vous écouter. Et j'imagine, en vous suivant pendant cette balade historique, c'est encore plus parlant parce qu'on peut voir les endroits où ça s'est passé, toutes ces histoires. J'imagine que vous amènerez aussi des illustrations. Et donc, rendez-vous est donné 4 juillet à 14h30 devant l'hôtel de Poste. Avec des réservations obligatoires, évidemment, sur mon numéro de téléphone 06 75 87 02 48. Et à la suite de cela, j'aurai un binôme qui s'appelle Thierry Barito, qui est un passionné d'un caricaturiste qui s'appelle Mich, et avec une exposition commentée qui se fera donc à la librairie des Ruelles. Et cette librairie conservera l'exposition jusqu'à la fin du mois de juillet. Mais pour tout cela, il faut réserver même dès à présent. Oui, et il faut prévoir combien de temps, Martine Ballot, à partir de 14h30 Alors, pas à 14h30, nous partirons, je suis toujours très précise, donc 14h20 le rendez-vous, c'est 10 €, donc on prend ses billets sur place. Et puis, il y aura la visite d'une demeure emblématique également, que je garde secrète. Et il faut compter, puisqu'il y a toujours le petit verre de l'amitié où on échange, on ne peut pas se quitter comme ça. On va dire 2 heures, de bonnes heures pour être libre, échanger et voyager avec des documents aussi iconographiques et faire rêver d'un temps qui n'existe plus mais qui a été changé d'une autre façon et qui n'est pas mal non plus. C'est vraiment une visite sur mesure préparée par vous sur l'histoire de vélo de Périgueux à l'occasion du passage de Tour de France. Mais j'imagine pour concevoir les visites comme ça, c'est des heures et des heures de travail, de contacts, de recherches, de discussions, parce que vous avez cité les personnalités de Périgueux, vous avez cité les choses inédites, donc c'est vrai, c'est beaucoup de travail, n'est-ce pas, Martine Ballot? C'est beaucoup de travail que j'ai amorcé il y a fort longtemps quand j'ai mes débuts, donc c'est peut-être 43 ans en mairie, tout cela, mais je n'avais pas le temps d'affiner, on avait des sujets. J'ai toujours été passionnée d'histoire depuis que je suis toute petite. C'est peut-être à l'âge de 8 ans que tout a commencé. Et j'ai cherché. Et je remercie beaucoup les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont aidée. C'est ce lien qui est très important, ces échanges qui sont honnêtes, où chacun donne de soi et après où on restitue et où on peut partager. Et ce partage s'est fait aussi bien avec des membres du COPO, avec le président de l'Automobile Club pour ce sujet-là, des rencontres, des habitants aussi qui me disent, et des comités de quartier comme celui de Saint-Georges, comme celui de Camiac, et puis bien sûr les archives. La presse, alors la presse locale, c'est extraordinaire parce que dans la presse, toute la presse, vous retrouvez des événements et quelquefois qui sont cocasses et selon le journaliste qui ne sont pas vus du même angle. Donc quelquefois on vous dit que voilà, Jacques Anquetil était exténué, de notre côté il était presque debout sur son vélo en train de sauter. Enfin, c'est amusant. C'est ça qui fait le charme aussi de l'histoire, la petite histoire dans la grande histoire. Et je ne pouvais pas m'empêcher
de réaliser cette visite en amoureuse du patrimoine. Puis je la dédie un peu à mes petits-enfants, les garçons, puisque ma petite fille, la dernière, a 1 an, mais qui font du vélo et qui n'arrêtent pas. Et on les initie aujourd'hui aussi au vélo, à la sécurité. Et je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, je leur dis, il faut de la sécurité aussi sur les vélos. Et puis le sport, j'ai une fille qui est coach sportive, c'est un gendre qui était grand champion de vélo, maintenant qui est dans les trails. C'est aussi la force mentale. Et cette force mentale, je trouve c'est magnifique. Et je trouve que mettre tous ces thématiques ensemble, le vélo, la gastronomie, le patrimoine, toute cette force aussi, on dit, psychologique, qui peuvent aider les jeunes à se révéler, pas forcément à l'école, mais autrement. Merci Martine Balou, conférencière, guide national privé, auteure et chroniqueuse en histoire, et au nom de votre société, Historia Cité, qui relève, qui transmet, qui informe sur secrets d'histoire et surtout sur la ville de Périgueux. Merci à vous. Merci infiniment.